Salut Lola. Salut. Alors, on tourne aujourd'hui un petit podcast pour venir un peu sur le Festival de Cannes qui a commencé le 12 mai et qui se termine aujourd'hui. Tu y étais cette dernière semaine. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu les événements marquants du Festival de Cannes, ce qui t'a marqué et toi, pourquoi est-ce que tu y trouves un intérêt particulier qu'est-ce qui fait que voilà, c'est un moment important pour toi en tant que membre de la communauté du cinéma? La belle communauté du cinéma. Oui, ça a été une édition assez mouvementée, on va dire, d'un point de vue politique, social. C'est un événement qui s'est beaucoup dépolitisé depuis plusieurs années, alors que c'est à la base, le Festival de Cannes, c'est un festival antifasciste en fait, qui s'est créé en réponse au Festival de Venise, la Mostra de Venise, qui lui était sous l'égide de Mussolini, était vraiment devenu un festival de propagande fasciste. Et donc en 1939, il était décidé, en réponse à ce festival de Venise, de créer un festival pour la liberté en fait, dont la première édition devait avoir lieu en 1939, qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la guerre qui a débuté quasiment le jour du premier jour du festival. Donc la vraie première édition a eu lieu à la Libération en 1946, mais voilà, c'était un festival qui était profondément antifasciste et qui d'ailleurs s'est créé grâce aux militants et militantes de la CGT qui ont construit en fait le Palais des Festivals pour que ça rentre dans les délais, parce que tout a dû se faire très vite. Il y a Tanguy Péron, qui est un historien qui revient sur cet événement dans un livre qui s'appelle Tapis rouge et lutte des classes, qui est vraiment super et qui raconte toute l'histoire de la création du Festival de Cannes et pourquoi c'est un événement à la base qui est extrêmement politique. Aujourd'hui, c'est un événement qui est devenu beaucoup plus artificiel qui est très dans les marques de luxe, dans la sponsorisation, où on parle plus tant des films que ça, alors qu'il y a des films qui sont aussi très politiques qui sont montrés. Mais cette année, oui, ça a été un festival assez mouvementé, à coups de tribunes, qui sont sorties dans les médias, qui ont fait pas mal parler d'elles, notamment la première, ça a été la tribune Zappé Bolloré, qui a invité à ne plus travailler avec Bolloré, qui aujourd'hui a une influence très forte dans la concentration des médias et qui est en train vraiment progressivement de racheter tous les pans du cinéma, à la fois sur la production, la diffusion des films, la distribution, l'exploitation. Donc il y a une grande inquiétude dans la profession du fait qu'un seul groupe puisse décider ou non de l'existence d'un film, puisque c'est de ça qu'on parle et c'est ça les risques, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'un film qui ne sera pas financé par une chaîne du groupe Bolloré n'aura plus non plus sa place dans les cinémas UGC qu'il est en train de racheter. Donc il y a une grande inquiétude et une menace un peu de blacklistage des gens qui ont signé cette tribune de la part de Canal. Donc ça a créé une grande inquiétude dans la profession. Et on a aussi il y a eu une tribune d'un collectif qui s'appelle le CIEF, le collectif des intermittents étrangers en France, qui s'est formé récemment et qui raconte un petit peu la situation dans laquelle ils se trouvent de vide juridique autour de leur statut. Donc c'est des gens qui travaillent en France, sur des productions françaises, sur des films qui étaient en sélection parfois à Cannes, mais qui, du fait de leur statut d'avoir des contrats courts, de courte durée et qui n'ont pas de renouvellement de contrats récurrentes, n'ont pas accès à des titres de séjour un petit peu classiques, qui du coup se retrouvent dans une forme de vide juridique qui leur empêche qui les oblige à avoir des obligations de quitter le territoire actuellement. Justement, tu écris souvent dans nos révolutions sur les questions d'accès à la culture, des grands moments culturels ici en France, et tu as publié un article aussi sur le collectif des intermittents étrangers en France avec Yasmine, qui revient un peu sur la lutte des travailleurs et des travailleuses étrangers dans le cinéma. C'est assez intéressant parce qu'on a eu quand même des films comme le film sur Souleymane et les travailleurs, la question du travail des personnes étrangères ici en France. On a un peu cette mise en lumière dans le cinéma de ces questions-là, mais derrière, ce qui se passe, c'est la précarisation aussi des travailleurs et des travailleuses du cinéma qui sont étrangers. C'est quoi leur place spécifique en fait dans
dans la production, quel métier ils ont, et quel est en fait, ça a l'air d'être un peu aussi des métiers invisibles qu'on connaît très peu. Qu'est-ce qui ressort un peu de leurs revendications et au-delà de la question administrative des préfectures et de la régularisation? En fait, ils font un peu les mêmes métiers. Il n'y a pas vraiment de différence sur les métiers qu'ils pratiquent. Ils sont à tous les postes de la production, que ce soit voilà, tous les postes de techniciens et de techniciennes du cinéma, y compris ce que me disait Yasmine dans l'entretien, c'est que parfois ils disent même pas qu'ils sont en fait des travailleurs étrangers. C'est pas forcément, il n'y a pas de différence en tout cas sur un plateau de tournage, c'est juste des gens qui travaillent ensemble, mais qui subissent une précarité supplémentaire. Déjà, le statut d'intermittent est déjà un métier précaire, puisque voilà, il n'y a pas de contrat long, c'est vraiment que des contrats courts où tu peux ne pas être renouvelé du jour au lendemain, et tu peux voilà, faire un tournage une fois dans l'année et après ne pas retrouver de travail et pas accumuler assez d'heures pour avoir accès à l'intermittence. Donc c'est déjà un métier précaire. Mais en plus, voilà, eux se retrouvent dans des situations administratives assez lourdes qu'ils doivent gérer, qui leur prennent du temps, de l'argent et une disponibilité psychologique aussi qui est très forte, et qui sont un peu sans solution face à ce vide juridique. Mais voilà, sinon en dehors de ça, ce qu'ils apportent par contre à un plateau de tournage, c'est d'autres regards. Un plateau, c'est vraiment un moment voilà, de collectif où on échange les points de vue sur une scène, sur la manière dont on va créer l'œuvre, et ils apportent voilà, de nouvelles manières de penser les choses. La question du point de vue, c'est très important au cinéma, donc je pense que ça apporte ça en tout cas sur un plateau, et évidemment leur expérience Et sur la question, enfin voilà, là on est sur une question quand même de régularisation, généralement, parce que j'imagine qu'ils se retrouvent dans des situations d'irrégularité administrative. Pour toi, qu'est-ce que les communistes doivent défendre aujourd'hui sur la question, bon, pas que des travailleurs et des travailleuses du cinéma étrangers, mais plutôt sur la question du droit des étrangers ici en France, et sur toutes ces questions de titre de séjour et de régularisation? Pour moi, il y a deux combats un petit peu immédiats qu'on peut mener en tant que communiste sur cette question. C'est évidemment la question de la régularisation. À partir du moment où on travaille et on vit en France, ça devrait être quelque chose de quasiment immédiat, et pas du tout avoir affaire à des parcours administratifs hyper lourds, puisque là aussi, ce dont on parle, c'est de consignes qui ont été données aux préfectures, de rigidité sur l'application du droit, qui empêche d'avoir justement ces titres de séjour. Et d'autre part, ça c'est aussi quelque chose qu'on défend depuis longtemps, et je pense que c'est une bataille qu'il faut qu'on mène assez intensivement. C'est sur la question du droit de vote des étrangers, des étrangères en France, puisque c'est vraiment un vide démocratique de ne pas leur donner la possibilité de voter à partir du moment où ils sont résidents sur le territoire. C'est complètement anormal, et c'est vraiment une bataille politique qu'il faut réinvestir, et qui est profondément communiste, je pense. Je veux aborder une autre question qui est un peu, pas parallèle, mais qui est un peu dans la continuité, c'est la question du racisme dans le cinéma, et de la représentation aussi des classes populaires dans leur diversité dans le cinéma. On a souvent tendance à dire qu'on se reconnaît dans un film, qu'un film il reflète aussi ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut ressentir, il nous transmet des émotions. On a besoin aussi d'avoir ce lien spécifique avec le film. Et c'est vrai que sur les questions de films étrangers, sur ce qui se passe à l'étranger, dans d'autres pays du monde, on retrouve en fait cette richesse, je trouve, dans le cinéma français. Mais sur la représentation des classes populaires issues de l'immigration, on a souvent des rôles très stigmatisants, des rôles en fait qui réactivent des stéréotypes. C'est une critique qui est souvent faite au cinéma français notamment, sur un certain nombre de films qui sortent. Je ne veux pas donner d'exemples très précis. Mais il y a vraiment, tu parlais tout à l'heure du point de vue. C'est quoi les enjeux aujourd'hui du cinéma pour remettre au centre de façon réaliste et pas caricaturale le rôle des classes populaires, notamment dans les quartiers populaires, de ces classes sociales-là qui sont toujours montrées. C'est toujours soit le petit homme blanc qui vient sauver la jeune femme arabe du quartier, qui va faire des études excellentes grâce à lui, ou alors la violence des quartiers populaires et les questions
d'affrontements avec la police. Enfin voilà, on a toujours les mêmes formes en fait de films quoi, et de représentation. Et qu'est-ce que ça, est-ce que effectivement le fait qu'il y ait des personnes étrangères et étrangers dans les productions, est-ce que ça fait évoluer aussi les points de vue sur les films, ou est-ce que c'est vraiment encore une question qui est compliquée à aborder? La question de la représentation, de la représentativité, elle est évidemment hyper importante dans le cinéma parce que c'est un art de l'image et que c'est un art qui est extrêmement populaire dans le sens qu'il touche des millions de gens, quoi. C'est des formes d'œuvres qui sont extrêmement diffusées, à la fois par la salle, à la fois sur Internet, etc. Je pense qu'une première piste de réponse, en tout cas, c'est que c'est quand même un cinéma, un milieu qui est extrêmement replié sur lui-même, dans un entre-soi bourgeois, hein, il faut l'assumer. Et du coup, ça va être que voilà, la question du point de vue, c'est des gens qui ne viennent pas de milieux populaires, qui vont faire des films sur les classes populaires. Et donc, il y aura forcément un regard qui sera bourgeois quoi, sur cette question-là. Et c'est ça qu'il faut commencer un peu à déconstruire. Et il faut donner accès en fait, à des gens de milieux populaires de faire des films pour qu'ils racontent vraiment, qu'ils ont envie de raconter en tout cas le milieu d'où ils viennent, qu'ils puissent le faire avec leur regard, leur point de vue, et pas un point de vue un petit peu comment dire, fétichisant de la classe, des classes ouvrières, de la classe populaire, etc. Donc je pense que ça, c'est une première piste de réponse. Pareil sur les personnes, les travailleurs étrangers et étrangères. Il faut leur donner accès en fait à ces professions, puisque c'est compris, c'est pas c'est un milieu qui est vraiment sur l'entre-soi. On parle beaucoup des Nepo Baby, etc. C'est un vrai enjeu, donc il faut. C'est un monde du showbiz. C'est un monde du showbiz. C'est surtout qu'il y a oui, évidemment c'est un monde du showbiz, mais il y a un truc d'accès en tout cas à la profession qu'il faut démocratiser. Et c'est ça, c'est des enjeux qui sont assez importants. Il y avait un bouquin là qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Bourgeois Gaze de Rob Grams, qui est écrit dans la revue. J'ai un trou, c'est pas grave. Frustration, qui est un rédacteur en chef de Frustration Magazine, où justement il analyse plein de films pour un petit peu montrer ce regard bourgeois constant sur les classes populaires, sur les minorités de manière générale, et y compris quand on voit c'est intéressant de parler avec des acteurs et des actrices qui sont d'origine étrangère ou qui juste globalement sont des Arabes et des Noirs, qui ont toujours les mêmes rôles quoi. C'est vraiment c'est assez flagrant. Mais c'est terrible. Il y a des études sur le sujet qui commencent à être faites par des associations professionnelles du cinéma sur la question des représentations. Il y a une étude du collectif 50-50, il y a plusieurs en tout cas, il y a des gens qui réfléchissent à cette question-là et qui essayent déjà de montrer que c'est vrai quoi, que c'est pas juste il y a un vrai problème de représentation, il y a un vrai problème dans la production même des films en fait, qui sont faites que par des gens qui sont issus de la même classe bourgeoise et qui n'ont jamais mis les pieds dans un quartier populaire quoi. Donc il y a un vrai enjeu d'évolution là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a quand même un cinéma très engagé aussi qui émerge. Enfin, moi, par exemple, les films de Ken Loach, c'est des films qui retracent la vie des classes populaires, les luttes des classes populaires, et dans leur réalité très fine. Et c'est vrai il y a des films français aussi qu'on retrouve avec cette trempe-là. Je parlais tout à l'heure du film Souleymane, mais c'est un film qui m'a vraiment marqué et qui, j'ai trouvé, était très juste, parce qu'il met en avant ces luttes-là. Et le cinéma a je trouve qu'il a quelque chose vraiment de très puissant. Et quand un film il passe à côté de la réalité, et surtout quand il se donne la prétention en tout cas de traiter une question sociale et qui passe vraiment à côté, on a du mal, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on a les mêmes films quoi depuis je sais pas 40 ans. Du coup ça pose en tout cas un certain nombre de questions. Et ensuite il y avait une autre question. On en a parlé un peu tout à l'heure avant qu'on commence le podcast, sur le rôle du cinéma international pendant le Festival de Cannes.
y a beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices internationales, mais qui du coup en fait réalisent leurs films, enfin ce sont des films français, avec des réalisateurs et des réalisatrices internationales. Comment ça fonctionne en fait le cinéma international et comment est-ce que voilà, tout ceci se structure et est-ce que ça montre aussi, enfin ça empêche aussi l'émergence de points de vue différents sur ce qui se passe ailleurs dans le monde? Du coup, ouais, en tout cas, le Festival de Cannes, c'est un festival qui est profondément international. Donc, il y a vraiment des cinéastes de tous les pays qui sont invités. Il y a évidemment des films français qui sont un petit peu surreprésentés, mais il y a vraiment des films de tous les pays. Ils essayent d'inviter des pays qui n'ont jamais eu de films invités, dont il y a un cinéma émergent qui commence à arriver. Mais sur ce qu'on disait sur la question des films étrangers, mais qui sont en fait des films français, moi ça m'a marqué sur la compétition officielle cette année, c'est qu'il y avait beaucoup de films de grands réalisateurs étrangers qui sont un peu des habitués du Festival de Cannes, mais dont le cast était français et dont la production était en partie française en tout cas. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire on tourne un film sur, je sais pas moi, sur un truc qui se passe, je sais pas, au Maroc, en Algérie, et les acteurs, ils sont français en fait. Il y a de ça, là par exemple j'ai vu un film qui se passe en Allemagne mais avec une actrice française mais qui parle anglais. Enfin, tu vois, c'est ce genre de... Ouais, okay. c'est juste qu'ils vont chercher un casting français parce qu'au fait aussi on a un système de financement en France qui est extrêmement fort, grâce notamment au CNC, et qui permet en fait pour plein de pays qui n'ont pas forcément dans leur pays d'origine ce système aussi fort, d'aller chercher des financements français. Mais du coup, ça pose la question du point de vue et du regard, puisque c'est des films qui vont être soutenus financièrement via des aides sélectives par la France, mais qui du coup aura toujours ce regard occidental en fait sur les films qui sont faits. Et du coup, c'est assez flagrant quoi dans les films qui en tout cas sont soutenus par le système français, en même temps qui est voilà, on est le seul pays au monde à avoir un système aussi fort, aussi riche et qui permet la production d'autant d'œuvres parce que c'est un héritage de 45. Mais on a un système d'autofinancement. Le cinéma se finance lui-même en France, c'est-à-dire que quand tu vas au cinéma, tu payes ton ticket, il y a une partie de cet argent, quel que soit le film que tu vas voir, de n'importe quel pays, qui va revenir au CNC, qui va lui redistribuer aux producteurs et aux productrices qui font des films français ou étrangers selon les systèmes d'aide. Donc c'est un système qui est extrêmement vertueux et qu'il faut absolument protéger. Mais ça pose quand même des questions dans les films qui sont financés et dans les gens qui lisent ces films-là, qui décident de les soutenir. Voilà. Mais il y a quand même dans les films invités des films qui sont complètement des productions étrangères, donc qui n'ont pas eu de financement français, et parfois qu'on ne peut découvrir qu'en festival. Et c'est ça qui est assez riche dans ces festivals de cinéma, c'est que c'est parfois des films qui vont pas ensuite être distribués en France, qui vont pas trouver donc le distributeur, c'est la personne, les gens qui sont chargés de faire en sorte qu'un film sorte au cinéma, de contacter les salles pour qu'il soit diffusé, etc., de préparer les affiches, les bandes annonces, tout ça. Il y a des films qui vont être montrés en festival, mais qui ne vont jamais trouver de distributeur. Et du coup, les festivals, c'est des lieux assez uniques pour les découvrir. Il y a Cannes qui est le plus important, qui est vraiment une manifestation internationale, mais il y a plein de petits festivals partout dans le monde qui ont aussi ce rôle-là qui est extrêmement précieux à mes yeux, mais qui sont en train de mourir en fait, parce que les financements, leurs financements, parfois, souvent des financements publics, sont en train de s'effondrer. Les régions ne soutiennent plus, les départements, les villes, et notamment là, on a vu avec les changements de municipalité et parfois des villes qui sont passées à l'extrême droite où il y avait des manifestations culturelles importantes qui perdent leurs subventions, ou qui, comme le festival de Carcassonne, décident de ne plus la demander puisque la ville est passée au Rassemblement national. Et l'année dernière, au Festival de Cannes, les questions internationales et les questions de guerre et des questions géopolitiques étaient vraiment présentes, notamment par des réalisateurs ou des acteurs et des actrices qui ont pris des positions fortes, notamment sur le génocide en Palestine. Est-ce que cette année, la question de la guerre, elle a été au centre, ou ça n'a pas vraiment été le sujet, et vraiment le sujet, ça a été la concentration des médias, la pluralité dans le cinéma? Ouais, on était plus là-dessus cette année. C'est vrai que tout l'événement autour de Canal+ a un petit peu
occupait tout le monde. Et la question, oui, des guerres, du génocide en Palestine a été moins présente. Et d'ailleurs, cette année, il y a eu beaucoup de films sur la guerre, mais sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc on sent qu'il y a un truc de contexte aussi, et de vraiment la volonté de faire des ponts entre aujourd'hui et le fascisme, en fait, de manière plus ou moins réussie à mes yeux. Mais voilà, c'était assez flagrant d'avoir 4 films sur la Seconde Guerre mondiale. Et il n'y a rien eu sur la situation en Iran, enfin il n'y a pas eu de film par exemple iranien, alors que voilà, quand même le cinéma iranien c'était... Il y a eu un documentaire iranien. Il y en a eu, mais voilà, de manière moins présente. L'an dernier, c'est vrai qu'il y a eu il y avait un très beau film qui s'appelle Put Your Soul... Oh, pardon, mon accent est terrible. Put Your Soul in Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, qui est une réalisatrice iranienne, mais qui a fait un film elle a suivi en fait une photographe palestinienne et qui en fait a été assassinée par l'armée israélienne le lendemain de l'annonce de la sélection du film à Cannes. Donc c'est un événement qui avait beaucoup remué les gens, qui a permis aussi de mettre un peu de lumière sur la situation en Palestine, mais ça a été extrêmement difficile d'arracher au Festival de Cannes, en tout cas la sélection officielle, puisque le film était dans une sélection parallèle qui s'appelle l'Acide, des mots de soutien au film, des mois même juste du meurtre de cette photographe. Mais c'est vrai que c'est des questions qui ont été un peu moins présentes cette année, je trouve. Est-ce que tu penses que du coup les guerres, de façon très concrète, tuent le cinéma international aussi, d'une certaine manière? Est-ce que le fait de détruire un pays, d'en détruire ses bases sociales, ses bases culturelles, ses lieux culturels comme les théâtres, comme les cinémas, etc. Est-ce que ça vient aussi tuer la vitalité du cinéma à l'échelle internationale, ou au contraire tu vois que effectivement ça entraîne des migrations et il y a des réalisateurs qui étaient dans d'autres pays, qui se retrouvent ici en France, qui trouvent refuge ici en France et qui viennent aussi nous raconter leur histoire, parce que moi je trouve ça vraiment incroyable dans le cinéma de découvrir un pays à travers et de découvrir l'histoire sociale d'un pays, de ses luttes à travers le regard d'un réalisateur par exemple iranien. Je me rappelle le film qui m'a beaucoup marqué, c'est les Graines du figuier sauvage, totalement, qui a été vraiment un film incroyable sur l'Iran, sur la révolution iranienne et sur le rôle de l'administration et son impact sur une famille des gardiens, dont le père est un des gardiens de la Révolution, et en plein mouvement social où le pays est retourné, il y a des jeunes qui sont exécutés à mort. Et voilà, c'est des films quand même qui marquent et qui te donnent une réalité, un point de vue très concret sur une situation de politique intérieure, quoi. Toi, comment est-ce que tu vois? Est-ce que ce sont des moments où il y a plus d'échanges avec les artistes ailleurs, ou est-ce qu'au contraire ça tue le cinéma engagé ailleurs dans le monde? Non, ça le tue pas, je trouve que ça le renforce. Et du coup, c'est juste d'autres manières de faire des films de manière peut-être un petit peu plus pirate, du coup, et sauvage. Je pense à Jafar Panahi, évidemment, qui a eu la Palme d'Or l'année dernière, qui est un grand réalisateur iranien, qui lui est complètement... il a des procès régulièrement en Iran, il n'a pas le droit de... il a été en prison, voilà, c'est vraiment un réalisateur très engagé et qui lui veut continuer à tourner ses films en Iran malgré les interdictions, malgré les menaces, et qui arrive. Et il a fait plein de films comme ça, de manière, je pense à un de ses films précédents qui s'appelle Taxi Téhéran, où c'est... que je trouve absolument génial, où c'est lui qui est en conducteur de taxi, il a juste mis une GoPro dans la cabine de taxi, quoi, de sa voiture, et il reçoit plein de gens qui racontent toute la situation en Iran. Donc c'est un tournage qui est quasiment, qui est complètement pirate et interdit, mais ils arrivent à faire des choses. Après, ça le tue, oui, juste parce que, y compris les réalisateurs ne sont pas exempts des bombardements, et que parfois ils sont même attaqués. Tous les gens qui travaillent dans le cinéma de manière générale se font tuer quand il y a des guerres. Il y a des pays qui aussi basculent à l'extrême droite et au fascisme, dont le système de production nationale s'éteint complètement. Mais du coup, oui, qui trouvent aussi refuge dans des pays
comme la France pour continuer à faire du cinéma et raconter leur histoire. Je pense aussi à Palestine 36, qui est un film palestinien qui est sorti cette année, qui lui aussi a été tourné en Palestine en fait. Okay. Et c'est impressionnant de voir comment ils arrivent, malgré ces guerres-là, à créer ces espaces de résistance au péril de leur vie, puisque c'est des tournages qui sont complètement interdits, quoi. Toi, en tant que communiste, c'est quoi ton regard sur l'art, la politique, le rôle que peut avoir là, le cinéma, mais l'art dans sa globalité dans la lutte des classes, et quel est le rôle que peuvent jouer des grandes œuvres de cinéma dans la lutte des classes et dans l'élévation de la conscience de classe à l'échelle d'un pays ou à l'échelle internationale? Moi, je ne crois pas à un art qui soit dépolitisé. Je pense que ça a créé des œuvres qui sont plus dangereuses qu'autre chose. Et du coup, qu'évidemment... De toute façon, je reviens à cette question du point de vue, mais à partir du moment où tu as un point de vue, tu as une pensée politique. Donc tu ne peux pas dépolitiser cette question-là du point de vue. Donc je pense qu'il y a vraiment une manière dont on raconte les histoires, de créer quelque chose qui est de l'ordre de raconter la société. Moi, je crois pas qu'il faut faire que des films sur des militants, sur des gens, tu vois. Mais je pense qu'il y a des films qui parlent de la lutte des classes de manière extrêmement subtile, dans juste la question des rapports de force, des dominations, mais qui vont pas être un film sur un ouvrier contre un patron, quoi. Oui. Alors ça existe et parfois c'est très bien et c'est ce qu'on a fait dans les années 40. Mais je pense qu'il y a d'autres manières aussi de le faire. Et moi, c'est ça ce qui m'intéresse dans l'art, c'est quand ça te délivre un message, mais à travers un autre type d'histoire, quoi. Même sur la question, là j'ai vu un film à Cannes qui s'appelle Notre Salut d'Emmanuel Mar, où c'est un film sur un fonctionnaire à Vichy qui a en gros qui a collaboré, un peu par opportunisme, un peu par idéologie, mais le mec c'est un peu un anti-héros, quoi. C'est un personnage un peu minable qui du coup n'a pas réussi, qui n'a pas eu la grande carrière qu'il espérait, puisqu'ensuite Vichy a capitulé, bref. Mais et il y a un truc dans la mise en scène qui est absolument génial, où il est hyper cynique, hyper satirique, il filme un peu à la The Office. Enfin, moi, je trouve ça génial, juste même artistiquement. Mais justement, la mise en scène, elle répond aux propos politiques qu'il veut défendre, et c'est ça qui est intéressant. Après, évidemment, tu as des films, ce qu'on appelle le cinéma social. Moi, j'aime pas trop ce terme, puisque je pense que n'importe quel film est un film qui parle de la société, des rapports de force, en fait. Même dans les comédies, y compris la question du rapport de force en comédie, un truc hyper... c'est un vrai enjeu, quoi. Même la science-fiction. Oui, la science-fiction, complètement. Non, je pense qu'il n'y a pas plus politique qu'un film d'anticipation, quoi, puisque tu racontes une projection de la société dans le futur. Mais donc là, la question de l'art politique, elle est... c'est un faux débat pour moi. C'est une manière de se dédouaner de la responsabilité de quelqu'un qui crée une œuvre. Peut-être une petite dernière question. C'est quoi tes combats principaux, et un parti communiste, qu'est-ce qu'il devrait défendre en fait sur les questions culturelles, les principales revendications que devraient apparaître dans tout programme communiste, c'est quoi une ambition communiste sur la question de la culture? Grosse question. Je pense qu'il y a un enjeu sur le service public de la culture. Sur le cinéma, évidemment, il y a cette défense du CNC qui est indispensable, parce que c'est un outil qui est extrêmement attaqué par l'extrême droite aujourd'hui. Sur le service public de l'audiovisuel, comme on a vu avec toute la commission d'enquête de Charles Aloncle, et il y a vraiment une volonté en fait de la droite, de l'extrême droite, de privatiser l'audiovisuel public. Donc ça, je trouve que c'est un danger qui est grave, mais qui est aussi extrêmement réel et palpable, et c'est quelque chose sur lequel on peut atterrir en fait dans les prochaines années. Donc il y a vraiment besoin aujourd'hui de réagir à ça et de défendre un service public de la culture. Donc ça, c'est sur la question de la production, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu sur l'accès à la culture qu'on offre aux gens. Aujourd'hui, aller au cinéma, ça coûte plus ou moins cher, aller au théâtre, ça coûte cher, aller au musée, ça coûte cher. Enfin, tout cet accès-là, il faut le démocratiser d'un point de vue... Bon, il y a la question du prix, mais qui n'est pas uniquement ça. C'est comment on fait pour que les gens
aient envie d'y aller et comment on fait des œuvres qui leur parlent. Parce que si aujourd'hui des gens ne vont pas au cinéma, même si c'est gratuit, c'est parce qu'ils ne se sentent pas légitimes à y aller. Et je pense qu'il y a un enjeu à démocratiser voilà, la culture de manière générale. Il y a pas de, j'avoue que j'ai pas de solution immédiate comme ça. En tout cas, c'est des pistes de réflexion qu'il faut avoir. Et surtout à penser la culture comme un outil d'émancipation. Et ça, et pas comme un produit capitaliste, en fait, c'est sur quelque chose sur lequel on tend, vu qu'on voilà, on dépolitise complètement cette question-là. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que chaque année, le Festival de Cannes et ses acteurs, en tout cas, se saisissent de questions sociales importantes, la concentration des médias, la lutte contre les guerres impérialistes. Et l'année dernière, c'était notamment le génocide en Palestine, la question des violences sexistes et sexuelles, la question du racisme. À chaque fois, ce sont des questions qui sont extrêmement présentes pendant ce festival. Si tu aurais un dernier mot sur ce festival et sur ce qui t'inspire et pourquoi est-ce que tu y tiens tant, toi, personnellement? Bah, c'est vrai que quand on travaille dans le cinéma, c'est un moment important d'accès au film, bon, après sur des trucs très professionnels de rencontres. Mais je pense que c'est un festival qu'on a essayé de dépolitiser d'année en année. Et on voit bien qu'en fait, il est toujours rattrapé par l'actualité. Parce qu'il y a des films qui parlent de sujets, parce qu'il se passe des choses dans le monde sur lesquelles on ne peut pas rester indifférent. Et il y a une responsabilité dans les gens qui créent des œuvres à parler du monde. Et je pense que chaque année, le festival est un peu rattrapé par l'actualité grandissime de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il faut arrêter de penser que c'est un événement qui n'est pas politique, puisqu'il est profondément. Et voilà, chaque année, il le montre, il le montre bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci Lola. Merci pour ton engagement. Merci d'écrire pour nos révolutions aussi sur les questions culturelles et de nous de nous permettre d'être au cœur de ces luttes-là. Et je pense que c'est aussi une question qui tient beaucoup à cœur de l'ensemble du peuple français. Tout le monde regarde des films, regarde des séries. Tout le monde comprend le monde aussi à travers ces images-là. Et je pense que c'est important que les communistes ils aient quelque chose à dire et qu'ils disent des choses sur la question de la culture et du rapport des gens aussi à la culture.